RTT au cœur de l'information. « 20h01 ici à Lomé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la CEDEAO, pas du tout tendre avec la junte en Guinée. En sommet extraordinaire à Accra, l'institution sous-régionale annonce des sanctions ciblées contre les auteurs du putsch et appelle à des élections plus tard. Dans 6 mois, nous serons à Accra dans cette édition. Nous allons aussi faire mention de la lutte contre le Covid-19 au Togo avec les mesures fortes, courageuses et appréciables qui l'accompagnent. La vaccination aujourd'hui est une priorité. Enfin, un tour dans l'espace à bord de la fusée SpaceX. 4 touristes se prêtent à l'exercice. Le tourisme spatial, une curiosité humaine. On en parle en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Place maintenant au journal. À la présidence de la République ce matin, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo, Damien Mama, a fait ses adieux au président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Après 4 ans de mission au Togo, Damien Mama est un témoin privilégié des profondes transformations survenues au Togo, fier des avancées réalisées et très confiant pour l'avenir du pays. D'ailleurs, c'est ce qu'il a laissé entendre au sortir de l'audience. À quelques jours de la fin de ma mission ici, j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le Président de la République afin que je lui fasse le point sur ce que nous avons pu faire pendant ma mission ici. Son Excellence le Président de la République a prêté une oreille attentive au compte rendu que je lui ai fait sur la coopération entre les Nations Unies et le Togo. Et j'ai été très ravi de voir que le travail qui a été fait ici et notre modeste contribution ont été très appréciés par son Excellence le Président de la République. Vous savez, pendant les années que j'ai passées ici, j'ai eu le privilège d'être témoin de beaucoup de transformations. J'ai été témoin de tout ce qui a eu comme progrès dans le processus démocratique. J'ai été témoin de la place croissante des femmes dans les sphères de décision. Le Togo est un cas d'école maintenant en ce qui concerne l'influence des femmes dans les secteurs de décision. J'ai aussi été témoin des transformations qu'il y a eu en termes d'amélioration de l'environnement des affaires et le fait que le Togo est devenu très attractif pour les investisseurs étrangers. Et puis enfin, un point très important, c'est la place du social et de l'inclusion dans la vision du chef de l'État. Et j'ai eu le privilège de voir un peu comment les décisions se prennent ici et le fait que le principe de ne laisser personne de côté revienne toutes les fois où les autorités de ce pays réfléchissent à quelle solution apporter au problème des Togolais. Le fait que ce principe revienne toutes les fois a été pour moi une source de satisfaction. Et je pars du Togo avec grand optimisme pour l'avenir de ce pays. Et j'ai eu l'occasion de voir qu'il y a une très grande ouverture des Togolais et Togolaises, que ce soit les acteurs politiques de la mouvance comme de l'opposition, la société civile, les jeunes. Cet élan de vouloir toujours garder les passerelles de dialogue et de conversation, tout ça a été pour moi une source de satisfaction et je pars du Togo avec bien sûr l'espoir que l'avenir de ce pays est radieux. La situation politique dans la sous-région en Guinée puis au Mali au centre du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra. Les dirigeants de la sous-région ont unanimement condamné le coup d'État du 5 septembre dernier. Ils ont exigé la libération immédiate et sans condition du président déchu Alpha Condé. Le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé a préparé aux travaux le résumé avec Edem Souba.
À Accra ce jeudi, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, au rang desquels le président de la République Faure Essozi-Nna Gnassingbé, se sont fortement préoccupés de la résurgence des coups d'État dans l'espace communautaire. Le dernier en date, celui du 5 septembre 2021, contre le gouvernement de Conakry. L'institution sous-régionale appelle à la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont exigé la tenue des élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 mois en Guinée. Des sanctions ont été prises à l'endroit des membres du Comité national de rassemblement et de développement CNRD. Aucun membre du CNRD n'est autorisé à être candidat à l'élection présidentielle. Leurs avoirs financiers sont gelés ainsi que ceux de leurs familles. Cette conférence d'urgence a aussi permis à la CEDEAO de plancher sur le cas du Mali. Elle a manifesté sa volonté d'accompagner les autorités de la transition pour une sortie de crise dans le respect du calendrier pour la tenue des élections de février 2022. La conférence prévoit le réexamen du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans l'espace communautaire. En marge des travaux, le chef de l'État Faure Essozi-Nna Gnassingbé a eu un entretien en tête-à-tête avec ses homologues du Faso, Roch Christian Marc Kaboré, et de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, sur des questions d'intérêt commun, d'ordre bilatéral et sous-régional. L'actualité toujours dans la sous-région relative à la facilitation des échanges et à la coopération douanière le long du corridor Abidjan-Lagos. À ce sujet, les ministres en charge du commerce des 5 pays qui constituent le corridor se sont retrouvés à Lomé pour prendre des mesures permettant de fluidifier le trafic entre les États. Le ministre togolais du commerce, Kodjo Adedji, a pris part à cette rencontre au nom du Premier ministre. Le point des échanges avec Clarisse Atikle. Autour de la table, des ministres en charge du commerce, des directeurs des douanes et des représentants des 5 pays qui constituent le corridor Abidjan-Lagos. Au centre des discussions, les questions relatives à la facilitation des échanges commerciaux sur ce corridor. Le PNUD, partenaire de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, apporte tout son soutien à cette initiative sous-régionale. Le soutien du PNUD à travers le secrétariat de la ZLECAf et une contribution des Nations Unies à la promotion d'un échange transfrontalier plus équitable sur l'axe du corridor Abidjan-Lagos. Longue de 1080 km, le corridor Abidjan-Lagos draine près de 75% des activités commerciales de l'Afrique de l'Ouest. Mais les barrières, notamment non tarifaires, entravent toujours les activités des exportateurs. Le secrétariat de la ZLECAf veut donc y remédier. The purpose of the meeting was to discuss. Le but, c'était de trouver des solutions par rapport à l'amélioration de ce corridor pour le rendre plus compétitif. Et il est très reconnaissant envers le gouvernement togolais pour avoir permis de faire cet événement ici. Agreeing to host this meeting here. Nigeria, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire et Togo, 5 pays dont le destin est scellé par le corridor Abidjan-Lagos. Représentant le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe à l'ouverture des travaux, le ministre en charge du commerce, Kodjo Adedji, a invité ses pairs à faire de ce corridor un véritable outil d'intégration. À cette heureuse occasion, je voudrais rappeler que mon pays, le Togo, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est engagé il y a quelques années déjà dans un vaste programme de réforme en vue de l'instauration d'un climat de paix, de stabilité et l'assainissement de l'environnement des affaires qui ont permis à notre pays de susciter une confiance accrue des partenaires, conditions sine qua non pour un regain de l'activité économique. Les présentes assises aborderont entre autres les mesures permettant de fluidifier davantage le corridor Abidjan-Lagos ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour une véritable compétitivité du dit corridor dans la mise en œuvre de notre intégration commerciale. C'est le lieu de nous inviter à prendre des initiatives plus audacieuses et pragmatiques et à faire preuve d'innovation face aux défis auxquels nous sommes confrontés
afin de valoriser nos productions locales et augmenter de façon significative les échanges commerciaux intra-africains et bien entendu sans entrave. Construire un corridor libre, efficace, compétitif et surtout connecté avec d'autres corridors, la ZLECAf s'y engage. Un engagement matérialisé par ce mémorandum signé avec Trademark Africa. Retour en image sur la cérémonie de passation de commandement entre les directeurs sortants et entrants de la gendarmerie nationale. Le colonel Massina Yotrofe, récemment nommé inspecteur général adjoint des FAT, cède les rênes au colonel Amana Kodjo. Qui est alors le colonel Amana Kodjo, le nouveau directeur général de la gendarmerie nationale? Dans le sujet qui va suivre, je vous propose d'aller à sa découverte. C'est à travers sa biographie et son parcours professionnel. Les précisions avec Chazina Mbaga. Le colonel Amana Kodjo est un officier de gendarmerie formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France de 1989 à 1992. Il est diplômé en 1993 du cours supérieur des officiers de gendarmerie à Melun en France. En 2007, il est titulaire du diplôme d'état-major de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Moramanga à Madagascar. Breveté d'études militaires supérieures de l'école de guerre de Paris en 2013, il est également nanti d'un master en sciences historiques, philosophiques et religieuses obtenu à l'école pratique des hautes études en France, ainsi que d'une licence en histoire obtenue à l'université Paris 1 Sorbonne. Avant sa nomination comme directeur général de la gendarmerie nationale, il a été successivement commandant de la première région de gendarmerie de décembre 2016 à septembre 2021, commandant de la deuxième région de gendarmerie d'octobre 2014 à décembre 2016. Il a également occupé les fonctions de commandant de la force sécurité élection présidentielle 2020 et de commandant de la force spéciale anti-pandémie COVID-19 d'avril 2020 à janvier 2021. Officier polyvalent à multiples casquettes, le nouveau directeur général de la gendarmerie s'est toujours distingué par sa rigueur et son professionnalisme hors norme. La suite de votre édition avec ce communiqué du gouvernement. Le Togo a reçu ce jeudi 6 septembre 101 760 nouvelles doses de vaccin AstraZeneca offertes par la République fédérale d'Allemagne via l'initiative COVAX. À ce jour, notre pays a réceptionné au total près de 2 millions de doses. Madame le Premier ministre a, lors de sa présentation à l'Assemblée nationale, précisé la logique de cette stratégie qui vise à accélérer la consommation des doses de vaccins avant qu'elles n'arrivent à péremption afin que nous ne soyons pas amenés à les détruire. Le gouvernement rappelle que les vaccins, comme tous les médicaments, sont soumis à des règles strictes de conservation et d'administration, parmi lesquelles le fait de ne pas les utiliser après la date de péremption. Il va de soi qu'avec ses partenaires, notre pays veille à une application stricte de cette règle. Le gouvernement saisit cette opportunité pour féliciter la population pour son adhésion massive à la campagne en cours. Il appelle à la vigilance face aux fausses nouvelles et aux manipulations qui ont cours depuis le début de cette pandémie. Le gouvernement rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour une poursuite de la campagne vaccinale en toute sérénité. Communiqué rendu public par le gouvernement. Le combat contre le Covid-19 au Togo plus que jamais engagé. En témoigne d'ailleurs la réception des doses de vaccins d'AstraZeneca, un appui de l'Allemagne à travers l'initiative COVAX. Plus de 100 000 doses pour intensifier la campagne vaccinale. Le compte rendu avec Ulrich Chamega qui ouvre ainsi l'actualité liée à la santé de cette édition. Des lots de vaccins AstraZeneca de nouveau réceptionnés. 101 760 doses au total
un don de la République d'Allemagne à travers l'initiative COVAX. Le renforcement de la stratégie vaccinale rationnelle mise en place par le Togo est sur de bons rails. Nous sommes très reconnaissants de ce que le Togo a fait jusqu'à maintenant. Nous savons qu'on a pris des mesures appropriées, surtout en ce qui concerne le suivi et en ce qui concerne maintenant la détermination de vacciner les personnes. Il y a peu de pays qui réussissent vraiment à utiliser tous les vaccins qui sont là. Et le Togo est parmi ces pays. La mobilisation autour de la vaccination contre le Covid-19 est de plus en plus forte ces derniers jours. Le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, la vaccination constitue l'un des meilleurs moyens permettant d'endiguer la pandémie. Et donc nous sommes très heureux de constater qu'au fur et à mesure que l'adhésion de la population augmente, nous recevons différents lots de vaccins. Et ceci d'ailleurs est en lien avec tous les efforts déployés par le chef de l'État et mis en œuvre par le gouvernement. Nous comptons bien évidemment sur toutes les couches sociales de la population. Tout le monde a sa part à jouer dans la réussite de cette stratégie mise en place par le chef de l'État. Bien évidemment, nous devons dire un grand merci à nos partenaires. Aussitôt arrivé, aussitôt mis à la disposition des populations du Septentrion dès ce vendredi. Le combat contre le Covid-19, plus que jamais engagé. Aussitôt reçus, les doses de vaccins sont vraiment déployées sur le terrain et les candidats sont de plus en plus nombreux. Constat ce soir dans certains centres de Lomé avec Sandra Agbouche et Marie-Thérèse. On avait des commentaires à Bidénia Simé. Au centre médico-social de Baguida, l'affluence ce matin de plus belle. Depuis le lundi, 400 personnes en moyenne se font vacciner chaque jour dans ce centre. L'engouement se fait plus ressentir chez les plus jeunes. Je n'avais pas l'âge, donc c'est maintenant qu'on a pu autoriser que le moins de 20 ans peut aller. C'est pour ça que je suis venu faire ça. Je me suis inscrit à l'université de Lomé. Donc, pour pouvoir commencer les études, je dois me vacciner d'abord. Nous avons développé des stratégies en multipliant le nombre d'équipes pour pouvoir faire face au nombre de personnes que nous avons. La mobilisation autour de la vaccination contre le Covid-19 est palpable à travers les différents vaccinodromes. Et pour amener les candidats à recevoir leur dose sans risque, la brigade jeune anti-Covid du Golfe est là. Sur place, elle conseille et sensibilise. Si aujourd'hui on est au niveau du CMS Baguida, c'est parce qu'on a constaté que les gens adhèrent massivement à la vaccination. Vu la masse, nous avons constaté que beaucoup de nos parents n'ont pas pu faire l'enrôlement avant de venir. Nous les aidons à faire l'enrôlement, nous aidons les vaccinateurs à remplir les cartes de vaccination. Un peu plus loin, au centre de santé de Kanikopé, l'adhésion de la population à la vaccination est manifeste. Les responsables des lieux peuvent se frotter les mains. Depuis que le gouvernement a relancé et a incité les gens à resensibiliser la population, donc tout se passe normalement et les gens sont vraiment intéressés, ils viennent chaque jour pour se faire vacciner. L'heure est désormais à la vaccination. Les sites dédiés restent ouverts à tous. Les candidats au vaccin contre le coronavirus, allez-y. En Italie, le gouvernement durcit le ton dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les travailleurs du secteur public comme privé. L'Italie devient ici le premier pays de l'Europe à prendre cette mesure. Le point avec nos confrères de France 24. Un pass sanitaire validé. Si les Italiens sont déjà habitués à présenter le pass à l'entrée des lieux culturels, des musées ou des restaurants, ils devront bientôt le présenter sur leur lieu de travail. Le pass sanitaire devient obligatoire en Italie pour les salariés du secteur public comme du secteur privé. Le Green Pass est un outil important pour faire face à une situation sérieuse. Et vu la gravité de la situation, il nous faut des solutions efficaces. Dès lors qu'il y a une obligation, on ne vit plus en démocratie, mais dans une dictature. Donc je ne suis pas d'accord. Le Conseil des ministres italien a tranché dès le 15 octobre. Les salariés qui ne présenteront pas de passe sanitaire valide seront suspendus sans salaire, mais ne seront pas licenciés.
Ceux qui se rendront quand même au travail sans passe sanitaire devront payer une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Je suis d'accord avec le gouvernement. Espérons que les autres pays fassent de même. Avec cette mesure, le gouvernement italien espère encourager plus de personnes à se faire vacciner. En Italie, pays le plus endeuillé par la pandémie dans l'Union européenne, un peu plus de 73% de la population âgée de plus de 18 ans a reçu les 2 doses de vaccin, un chiffre légèrement au-dessus de la moyenne européenne. Au Togo, le pass sanitaire est aussi exigé pour avoir accès aux services administratifs d'un simple papier. Pour ceux qui ont reçu leur dose de vaccin, le précieux sésame est aujourd'hui numérisé. Le processus à présent dans ce dossier de la rédaction réalisé par Solange Amandé et présenté par Uri Bega. Vacciné, oui, ce qui suppose que vous êtes bien enregistré dans la base de données sanitaires du Togo. Preuve de cet enregistrement des SMS reçus à l'issue de la vaccination avec un code d'enrôlement qui indique le vaccin reçu. S'il s'agit d'un vaccin à 2 doses, vous devez recevoir les 2 SMS avant de vous rendre sur le site www.vaccin.covid19.gouv.tg. Ici, ce qui nous concerne, c'est télécharger notre passe sanitaire. Nous cliquons sur le lien « Télécharger le passe Covid ». Une fenêtre s'ouvre, on vous demande de saisir votre code d'enrôlement. Il s'agit de votre code reçu lors de l'enrôlement, le numéro de téléphone. Nous allons donc essayer avec le spécimen que nous avons devant nous en saisissant le code d'enrôlement suivant. Le code d'enrôlement se saisit avec les tirets et avec les majuscules, donc comme vous pouvez le voir. Un message de confirmation vous sera immédiatement envoyé sur le numéro utilisé lors de l'enrôlement. Preuve que vous n'êtes pas objet d'une usurpation d'identité. C'est une sécurité supplémentaire. Si vos données sont correctes et vous devez les vérifier, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. La première étape consiste à vérifier vos informations personnelles saisies lors de votre enrôlement, à savoir le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la pièce d'identité. L'étape suivante concerne la vérification des informations sur la vaccination elle-même. À savoir la date de la première dose, le numéro de lot utilisé et la date de péremption du lot concerné. Nous vérifions également s'il s'agit d'un vaccin à 2 doses, la date de vaccination de la 2e dose, la formation sanitaire dans laquelle la vaccination a eu lieu, le numéro de lot utilisé, éventuellement la zone d'injection qui est facultative. Et une fois que toutes ces données sont correctes, vous pouvez passer à l'impression. En moins de 24 heures, vous pouvez obtenir ce pass sanitaire s'il n'y a pas de réclamation à faire. Le tableau à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour de vendredi 17 septembre 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 24 369, 143 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 19 871, 295 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 4 287 et le nombre de décès est de 211. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Fermons cette rubrique santé avec la découverte d'un vaccin anti-Ebola en République démocratique du Congo. Ebola est vaincu, a annoncé le professeur Mouyembe, célèbre virologue et auteur de la découverte. Un soulagement aujourd'hui après de nombreuses années de recherche. Reportage. À 79 ans, Jean-Jacques Mouyembe a passé la moitié de sa vie à lutter contre le virus Ebola. Pour ce virologue congolais, le combat touche à sa fin. Aujourd'hui, notre joie est grande de vous dire que la maladie à virus Ebola est vaincue. Le professeur Mouyembe a découvert le virus Ebola dans une région isolée du Zaïre en 1976. En collaboration avec un laboratoire américain, il a participé ces dernières années à la mise au point d'un traitement.
Le produit, approuvé en décembre dernier par l'Agence américaine des médicaments, sera bientôt mis sur le marché. Une seule injection, vous donnez une seule injection et le malade est guéri. Quand vous avez eu affaire à un virus pareil pendant 40 ans, hein, et puis après, vous avez contribué aussi vous-même à mettre au point donc, ces médicaments. Bon, c'est une fierté nationale, c'est la réalisation de ma vie. Mais Ebola sera difficile à éradiquer. Selon une étude publiée par la revue scientifique Nature, un patient guéri peut rester porteur du virus pendant des années, puis être à nouveau contagieux et provoquer une nouvelle vague de contamination. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aucun traitement n'a jusqu'ici réussi à neutraliser le virus. Depuis son apparition, Ebola a fait plus de 15 000 morts, dont 11 000 victimes lors de l'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. On fait un tour à présent au marché de Kakaveli à Lomé. Sur place, 6 artistes s'empressent pour livrer un travail. Vous allez les voir, pinceau à la main, une seule image à représenter. La femme, la Togolaise dans toute sa splendeur. Et chacun fait appel à son génie. Un tour sur place comme si vous étiez avec Ekwissala. Nous sommes au marché de Kakaveli. Ces boutiques conteneurs devront être cédées aux commerçantes d'ici quelques jours. C'est la course contre la montre pour les artistes plasticiens. 6 à l'œuvre ce matin, 3 femmes et 3 garçons. Dans l'équipe, Elo Tode, 6 ans d'expérience, semble en retard par rapport à ses collègues. Elle est encore à l'étape de la craie. Après avoir fini de mettre ce que je veux faire avec la craie, je vais délimiter les bords. Et après avoir délimité les bords, je vais commencer par mettre de la couleur à l'intérieur. Le message, c'est de valoriser la femme en général. Maouli, lui, a beaucoup avancé sur son œuvre. Sa femme imaginaire, il lui a déjà donné forme, prête à séduire les passants. Le temps des derniers coups de pinceau. Je suis en train de dessiner une femme porteuse de marchandises sur la tête. Après, il y aura une femme lisse. Après, une femme soldat. Et après de 7 jours, l'inspiration va m'amener. Quelqu'un peut passer et dire, ah tiens, il a dessiné ma mère. Donc, les femmes sont les reines, quoi. Présenter cette femme reine, c'est le défi pour tous les 6 artistes plasticiens. Chacun à son niveau use de son imagination et sa créativité pour la faire paraître dans toute sa splendeur. C'est 2 femmes qui sont assises devant des paniers de fruits, de condiments, de tout ce qui est consommable. Donc là, elles se cherchent. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. C'est pourquoi, comme ici, c'est le nature, on veut que les femmes, on va valoriser les femmes. La manière dont déjà toutes elles sont ici avec les marchandises. Les différentes couleurs représentent des différentes têtes, les différentes sensations qui sont dans toutes les femmes, mais ils sont réunis pour une seule but, c'est à faire de vendre. C'est ça qui sont les couleurs, mais les différentes types de couleurs, c'est ça ce qu'ils vendent en fait. Et le soir, après le marché, à quoi ressemble la femme une fois chez elle à la maison? Exactement à cette image selon Ayawa. L'artiste n'a pas encore fini son œuvre. Elle a encore besoin de quelques ingrédients pour la parfaire. Mais déjà, l'image s'exprime. Avec des rouges à lèvres, voilà. Elle se rend belle quand même pour sa famille, pour son homme, voilà. Et c'est ça. Même si le temps est compté pour ces artistes plasticiens, ils exécutent leurs œuvres avec beaucoup de passion et d'entrain. Certains n'hésitent pas à rythmer leur corps sur la mélodie qui résonne depuis le bar d'à côté. Après Kakaveli et ses œuvres, direction maintenant l'espace à bord du SpaceX. Nous ferons ce voyage avec déjà 4 touristes à bord du tourisme spatial et passer 3 jours en orbite. Regardez. Et bon voyage. 4 touristes de l'espace sont désormais en orbite au-dessus de notre planète. Propulsés par le lanceur Falcon 9 de SpaceX, les passagers débutent un voyage de 3 jours à bord du vaisseau Crew Dragon, conçu également par l'entreprise d'Elon Musk. À bord, aucun astronaute professionnel
mais tout de même un commandant, le milliardaire Jared Isaacman, 38 ans. Il a financé l'opération et offert 3 sièges à des inconnus. Le tourisme spatial semble n'être qu'une première étape pour lui, qui espère un jour pouvoir habiter une autre planète. Il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle, qui peuvent avoir un impact assez néfaste sur notre planète. C'est pourquoi il est si important de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Une humanité qui devrait se dépêcher lorsque le Falcon 9 envoyait Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale au printemps. Il émettait en 1 minute plus de CO2 qu'un aller-retour Paris-New York en avion. L'équipage du Dragon Crew ira d'ailleurs plus haut que l'astronaute français. Le voyage prévoit une orbite à 575 km de la Terre contre 440 pour la Station spatiale internationale. Avant même l'atterrissage, SpaceX a prévu d'autres vols touristiques. Le prochain dès janvier 2022, il emmènera 3 hommes d'affaires dans les cieux. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour la fidélité à votre chaîne. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.